Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci d'être venus nombreux à notre table ronde. Notre table ronde qui s'intitule « Peut-on mesurer le verre ?» Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef d'un magazine économique qui s'appelle Pour l'écho et qu'évidemment je vous recommande chaleureusement. Peut-on mesurer le verre? Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Eh bien parce que, évidemment, l'essentiel de ce siècle va être consacré à tenter de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de protéger le climat. Et la seule façon de le faire de manière efficace, c'est, avant de faire du verre, c'est de savoir à quel point ça coûte de ne pas faire du verre. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça. Il existe de nombreuses initiatives méthodologiques pour mesurer le verre et classifier les activités compatibles avec la préservation de l'environnement. Mais évidemment, tout ça n'est pas simple. Qu'est-ce qui est vert? Est-ce que le gaz est vert? Est-ce que le nucléaire est vert? Est-ce que quelque chose est brun et peut devenir vert? Toutes ces questions-là, on va les aborder aujourd'hui avec nos intervenants que je vous présente maintenant. De l'autre côté de la table, Antoine Deruenne, qui est chef du service des politiques publiques à la Direction générale du Trésor. Bonjour Antoine. Hélène Blake, à côté de moi, qui est économiste à la division performance et information environnementale de l'OCDE. Andrea Josse, vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes un peu la directrice financière de cette caisse. Fanny Henriet, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes professeure associée à l'École d'économie de Paris et évidemment, c'est logique, vous êtes spécialisée dans l'économie du changement climatique. Et puis Alain Grandjean, bonjour Alain, vous êtes le président de la Fondation pour la Nature et l'Homme et puis vous êtes le cofondateur d'un cabinet de conseil et d'expertise qui s'appelle Carbone 4. On va commencer tout de suite sur cette question, donc, peut-on mesurer le verre? Et on va se tourner vers Hélène Blake. Et on va vous demander, Hélène, comment est-ce que l'on peut évaluer les politiques environnementales? Comment est-ce qu'on peut vérifier si elles sont efficaces ou non? Selon quels critères? Est-ce que l'on peut vraiment mesurer? Est-ce qu'on a les données permettant de mesurer? Voilà, on vous écoute pour nous présenter votre méthode. Merci Stéphane. Alors, effectivement, il est comme... Il marche pas? Peut-être en bas. Ou alors je vous prête le mien. Merci. Alors, effectivement, il est crucial d'évaluer les politiques environnementales, enfin, comme toute politique, effectivement. D'abord, pour les modeler ex ante et aussi pour les évaluer ex post, pour suivre leurs performances et les ajuster si besoin. À l'OCDE, on se sert de comparaisons internationales pour les évaluer, du coup, parce que c'est une organisation internationale. Et pour cela, on a besoin d'abord d'informations, de données. D'abord, sur les politiques environnementales elles-mêmes. Notamment, là, on a sorti de nouvelles informations sur les politiques climatiques des différents pays de l'OCDE. Mais c'est un véritable challenge de mettre en place ces informations de manière uniforme qui permettent une comparaison entre les pays. Du coup, on aura toute l'information sur les taxes carbone, mais aussi sur la réglementation, sur les normes environnementales et climatiques. Et ensuite, les deuxièmes sets d'informations qu'on aimerait avoir, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et là, encore une fois, même si on a effectivement un reporting des pays de manière annuelle, il est difficile d'avoir une information homogène par secteur notamment. Mais une fois qu'on a ces données, il s'agit aussi d'établir le lien entre les politiques, là on se parlera notamment des politiques climatiques, et leur effet, du coup, les gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est un challenge. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les politiques sont mises en place par escadron, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre juste
une norme environnementale, elle sera souvent accompagnée d'autres types de mesures, ou plutôt d'une stratégie plus globale. Et ensuite, parce qu'il y a un contexte non politique qui peut aussi jouer sur les gaz à effet de serre. Par exemple, à la fin des années 2000, on a vu en Europe une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment liée, sans doute, due à la baisse de l'activité économique, mais ça s'est fait aussi en même temps du lancement de la deuxième phase du marché carbone européen. Du coup, qu'est-ce qui était lié exactement au marché carbone européen? Qu'est-ce qui était lié à la crise? C'est difficile à établir. Bon, toutefois, malgré ces difficultés, on peut quand même, et heureusement, sortir quelques lignes directrices assez fortes. D'abord, en comparant les différents pays, on a réussi à voir que les pays qui agissent le plus pour le climat, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de mesures, mais aussi les plus restrictives, sont ceux, effectivement, qui baissent le plus leur émission de gaz à effet de serre. Et aussi, ce qu'on arrive à voir, c'est que, en considérant à l'intérieur des pays des données statistiques précises, on arrive à avoir plus ou moins l'efficacité de telle ou telle mesure. Notamment, si on regarde en Europe, on a pu voir que le marché carbone européen a effectivement permis de baisser les émissions de gaz à effet de serre d'environ 10% en 15 ans. Du coup, ça, en utilisant des données plus précises sur les entreprises émettrices. On a pu voir aussi que, par exemple, en regardant ce qui s'est passé en Allemagne, au Danemark, que le soutien aux énergies renouvelables au début des années 2000 a permis de baisser les coûts de ces énergies renouvelables, parce que les gens se sont mis à établir les énergies renouvelables et aussi ont appris à réduire leurs coûts d'eux-mêmes. Et ensuite, on a pu voir un autre exemple, c'est de voir que des pays comme les États-Unis, qui, eux, ne vont pas forcément mettre des taxes carbone, mais plutôt des normes environnementales, grâce à des normes sur les véhicules, ont réussi à baisser aussi, à améliorer l'efficacité énergétique de leurs véhicules. Toutefois, il faut souligner quand même que c'est visible dans un certain contexte, effectivement. C'est ce que je disais, ça dépend du contexte extérieur, mais aussi effectivement, des politiques qui les accompagnent. On parle des zones à faible émission. À Londres, ils ont réussi à baisser leurs émissions grâce à une zone de faible émission, mais aussi, sans doute, grâce au développement d'un réseau assez dense de bus électriques. Du coup, il est difficile de généraliser, mais il est important d'avoir ces effets en tête quand on met en place des politiques d'abord, ne serait-ce que pour éviter les erreurs qui ont été faites dans le passé et à l'étranger. Et aussi pour un suivi ex post, là, il faut mettre en place, dans un pays précis, il faut mettre en place une méthodologie forte de suivi de l'information, des données, ainsi qu'un protocole de recherche assez strict. Merci Hélène, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Antoine. Antoine, vous êtes dans cette salle le représentant de l'administration française, pas du gouvernement français, de l'administration française. Donc ça, c'est très important de le préciser. Vous travaillez au ministère des Finances. Le grand exercice du ministère des Finances, c'est le budget. Quand on mesure au ministère des Finances, c'est surtout pour faire le budget. Et vous, votre spécialité, c'est le budget vert. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'exercice du budget vert. Merci beaucoup. Vous montrez, oui. Donc, en fait, d'abord, je voudrais dire une chose. C'est évidemment, Bercy, c'est le budget, mais ce n'est pas que le budget. C'est-à-dire qu'on fait aussi de l'analyse de politique.
Merci beaucoup. Oui, donc je vais dire, donc Bercy, c'est évidemment le budget, hein, mais c'est qu'un exercice parmi d'autres, en particulier un exercice important qu'on fait nous, en tout cas dans mon service et dans d'autres services aussi, c'est l'analyse des politiques publiques et notamment sur les aspects environnementaux. Donc ça, c'est important aussi en préalable de dire que cette question d'évaluation des politiques publiques est au cœur du travail qu'on peut faire aussi à Bercy. Donc là, sur un point particulier qui est le budget vert. On peut se demander pourquoi on fait un budget vert. Vous le savez peut-être, le budget en France, il est distingué par mission. Donc il y a une mission éducation, une mission aide au développement. Et donc on pourrait se dire, pourquoi faire un budget vert alors qu'il y a une mission écologie? Pourquoi? Il y a 3 raisons en fait. La première raison, c'est qu'il y a des dépenses vertes ailleurs que dans le budget de l'écologie. Par exemple, quand on aide la rénovation des forêts, c'est vert, mais ce n'est pas dans le budget de l'écologie. Donc il faut avoir une approche plus large. La deuxième raison, c'est que quand on parle de vert, il n'y a pas qu'une seule dimension. Et ça, c'est très important. Évidemment, on a tous en tête l'atténuation face au changement climatique, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, mais il y a aussi l'adaptation, la biodiversité, la gestion des déchets. Et donc, il faut regarder sur un ensemble de critères assez large. Dernier point, c'est intéressant de savoir ce qui est vert, mais aussi intéressant de savoir ce qui n'est pas vert. Et donc, il y a des dépenses qui peuvent être favorables et des dépenses qui peuvent être défavorables. Il y a même des dépenses qui peuvent être mixtes, c'est-à-dire qui, sur certains aspects environnementaux, sont positives, mais sur d'autres aspects ne le sont pas. Donc, comment on fait en pratique? Il y a un groupe de travail interadministratif qui met des personnes à la fois du ministère de l'écologie, mais aussi du ministère des Finances, où on évalue chacune des dépenses selon 6 axes. Donc, les 6 axes qui sont lutte contre le changement climatique, adaptation au changement climatique, gestion de la ressource en eau, gestion des déchets, lutte contre les pollutions et préservation de la biodiversité. Et donc, sur chacun de ces axes, on regarde si la dépense est favorable, neutre ou défavorable. Et à la fin, ça vous donne des exemples. Donc, la gestion durable de la forêt, c'est considéré comme une dépense verte, à la fois sur l'axe atténuation, parce que ça permet de capter et de faire des puits de carbone, mais aussi sur la dimension biodiversité. Après, il y a des dépenses qui sont mixtes. Par exemple, le financement de nouvelles infrastructures ferroviaires. Oui, le train, c'est bien pour inciter au report modal, donc inciter à ce que les gens utilisent d'autres moyens de transport qui sont moins consommateurs de CO2. Mais d'un autre côté, il faut le construire, il faut artificialiser les sols, et donc ça, c'est plutôt négatif. Donc c'est une dépense qui est mixte. Et à la fin, il y a des dépenses qui sont défavorables. Donc, par exemple, la construction neuve. Quand on subventionne la construction neuve, à la fois on artificialise des sols, mais aussi on émet du CO2 dans la construction. Donc, c'est un groupe interadministratif entre Bercy et l'écologie. Et après, c'est un exercice qu'on présente au ministère en charge des dépenses, qui n'ont pas nécessairement leur mot à dire, c'est-à-dire qu'on leur dit que construire du neuf, ça artificialise, ce n'est pas nécessairement ce qu'ils attendraient. Et à quoi ça sert? Ça sert d'abord à structurer le débat, parce que ça permet d'objectiver un petit peu quelles sont les dépenses vertes qui sont faites dans le budget français. Ça montre aussi le souci de plus en plus grand des questions environnementales. Typiquement, une question très concrète qui nous a été posée au moment de la relance. Vous savez, la France a mis en place un plan de relance au sortir de la crise Covid. Ça s'appelle France Relance. Et donc l'objectif, c'était que 30% des dépenses soient vertes. Et donc ça donne un cadre pour justement avoir un plan de relance qui soit vert. Enfin, et ça c'est un point important, et j'imagine qu'on va en reparler, on sait tous qu'il y a une difficulté pour accepter les politiques environnementales qui induisent des changements, qui quelquefois sont coûteuses pour les ménages ou pour les entreprises. Et donc la littérature économique montre qu'il y a besoin de faire le lien entre, d'un côté, ce qu'on peut percevoir comme taxe environnementale, et de l'autre, avec ce qu'on dépense pour le vert. Et donc ça participe clairement au lien qu'on peut faire à la fois vis-à-vis du grand public, mais aussi vis-à-vis des politiques, sur le lien entre la taxation environnementale et les dépenses environnementales. Merci Antoine. Une toute petite question en 10 secondes. La France est la seule à faire du budget vert ou c'est une règle européenne, une pratique commune?
Non, la France, c'est l'un des premiers pays à l'avoir fait. Alors, je crois que c'est même le premier pays en 2020. Donc, c'est la 3e édition. C'est des bonnes pratiques qui ont été incitées par les organisations internationales. Et ça peut servir d'exemple pour d'autres pays. Merci, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Fanny Henriet. Donc, je rappelle, vous êtes chercheuse au CNRS. Vous êtes une universitaire. Voilà. Une des façons de répondre à la question comment mesurer le verre, c'est de mesurer les tonnes de CO2 évitées par euro dépensé. Ça paraît un tout petit peu compliqué, mais Fanny, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, donc c'est dans le cas simple. Donc comme le disaient Antoine et Hélène avant, il y a la dimension du changement climatique et donc des émissions de CO2, mais il y a aussi d'autres dimensions qui sont la biodiversité, la préservation des ressources en eau. En fait, le plus simple dans toutes ces dimensions, c'est le cas du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut mesurer les tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. C'est un peu plus difficile de mesurer ce qui est une atteinte à la biodiversité. Est-ce que c'est une grosse atteinte, une petite atteinte à la biodiversité ? Mais donc, prenons le cas du CO2, qui est donc le plus simple, ou des émissions de gaz à effet de serre, qui sont le plus simples. Une des manières de voir un peu si une mesure, si un investissement est vert ou pas, c'est de regarder, quand on dépense 1 euro, combien de tonnes de CO2 ça évite. Et pourquoi on veut faire ça ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est diminuer au maximum le nombre de tonnes de CO2 pour un budget donné. On n'est pas prêt à dépenser énormément pour une mesure qui va être verte, mais qui va en fait pas être très efficace et juste diminuer un petit peu les émissions de CO2. Et donc cette mesure-là, elle permet de voir quels sont les investissements qui sont efficaces ou pas. Donc c'est assez simple à dire, donc on mesure, on regarde, on a dépensé 1 euro dans tel investissement, combien ça nous a permis d'éviter 2 tonnes de CO2. En fait, c'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que on peut prendre par exemple le cas du gaz, qui est un peu un cas emblématique de cette difficulté à mesurer. Donc le gaz naturel, donc c'est une ressource fossile. Et donc, quand vous produisez de l'électricité à partir de gaz naturel, vous émettez du CO2 dans l'atmosphère. Mais ce qui se passe, c'est que vous en émettez beaucoup moins que si vous produisez la même électricité, mais avec du charbon. Vous en émettez à peu près 2 fois moins. Donc, si vous investissez dans le gaz et que ça vous permet de remplacer une centrale à charbon par une centrale à gaz, en fait, c'est un investissement vert, puisque vous allez réduire les émissions de CO2 pour une certaine quantité de mégawattheures produites. Mais par contre, si vous êtes, mettons, dans un pays comme la France, dont l'électricité est largement décarbonée, si vous investissez dans une centrale à gaz, en fait, vous allez juste augmenter les émissions de CO2. Et donc, vous voyez qu'en fait, un investissement est vert en fonction du contrefactuel que vous regardez, c'est-à-dire de ce qui se serait passé si vous n'aviez pas fait cet investissement. Et donc ça montre un peu la difficulté en fait même de cette mesure qui paraît simple. Un autre exemple, par exemple récent, je suis tombée sur un article académique récent qui mesure aux États-Unis l'impact des subventions aux véhicules électriques. Et en fait, ce qu'il montre dans cet article-là, c'est que les gens qui ont acheté des véhicules électriques grâce aux subventions, en fait, ce sont ces gens-là qui, de toute façon, auraient acheté, sinon, s'il n'y avait pas eu cette subvention, des véhicules qui sont relativement performants en termes d'efficacité énergétique. Donc, en fait, les mesures qu'on avait fait ex-ante de cette subvention, elles disaient qu'on réduisait beaucoup les émissions de CO2 grâce à cette mesure. En fait, on les réduit un peu moins parce qu'en fait, elles viennent en remplacement de véhicules qui sont déjà relativement propres. Donc, il faut toujours faire attention, quand on utilise ce genre de mesures, au contexte dans lequel on se place, et donc qu'est-ce qu'on remplace avec cet investissement. D'accord. Ça me fait penser par exemple que dans la fameuse crise des Gilets jaunes, qui était une crise un peu du carburant, du prix du carburant, une crise de la voiture, de la périphérie urbaine, si par exemple on avait l'État français, un conseil pour Antoine, si l'État français avait offert à chaque gilet jaune une voiture électrique, ça aurait été un gain en CO2 fabuleux. Parce que tous ces gens roulent au diesel et tous ces gens roulent beaucoup. Donc l'effet aurait été
démultiplié. Est-ce que je me trompe, Fanny? Alors, c'est sûr que les gains en CO2 auraient été certainement énormes. Mais à quel prix? C'est ça, toute la question, c'est celle-là. En fait, un véhicule électrique... Et de toute façon, l'État français a développé pour 15 milliards d'euros pour les gilets jaunes. Ça aurait été mieux utilisé si on avait fait ça, non? Alors, il faut faire Là, je ne peux pas répondre comme ça, parce que justement... Non, je vous prends un bruit pour point, pardon. J'ai besoin de faire voilà, de regarder exactement combien d'euros, combien de tonnes de CO2 et le coût en face. Il faut toujours regarder le coût en face, parce que sinon, évidemment, on peut toujours baisser les émissions de CO2 si on dépense énormément, mais on est en budget contraint. Merci, merci Fanny. Donc nous avons entendu une organisation internationale, nous avons entendu l'administration française, nous avons entendu l'université française. Maintenant, on va se tourner vers quelqu'un qui est consultant. C'est une partie de votre métier, Alain Grandjean. Vous avez fondé Carbone 4, qui est un très célèbre et très pionnier parmi les cabinets qui s'occupent de ça. Mesurer le verre, c'est un exercice qui n'est pas réservé à une des 4 catégories que l'on vient de voir. Et vous mesurez le verre, vous avez des entreprises qui sont vos clientes et vous leur prêtez un service en mesurant le verre pour elles. Non, on ne leur prête pas, on leur vend. Vous leur vendez, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, ça tombe bien parce que ça permet de rémunérer les collaborateurs qui sont bien contents. C'est bien de sauver la planète, mais il faut aussi manger le soir, donc, même le midi, parfois le matin. Donc oui, Carbone 4 a été créé il y a 15 ans par Jean-Marc Jancovici et moi-même, et maintenant on est 3 associés, un peu plus de 100 consultants. Et c'est Jean-Marc l'auteur de la méthode bilan carbone. La méthode bilan carbone s'est généralisée dans le monde, elle est maintenant devenue un standard sous plusieurs formes. Si on a un débat sur ces questions de référentiel, je dirais 2 mots. Alors l'expérience qu'on en a, donc on a des entreprises. Alors, généralement, ces entreprises, il y a des collectivités territoriales, mais nous on n'est pas travaille pas beaucoup avec les collectivités territoriales. On a des confrères qui le font beaucoup. Et alors comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, on va parler d'abord du climat, puisque c'est l'origine de Carbone 4, et je peux dire un mot sur la biodiversité. Donc sur le climat, il y a la première question, c'est les émissions de gaz à effet de serre, puisque le climat est entièrement, sa variation, son changement actuel est entièrement déterminé par les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça qu'on va essayer d'apprécier. Donc on ne met pas une mesure ou un capteur, on fait des calculs, pas très compliqués, mais bon, voilà, qui permettent, dans un certain sens, d'évaluer l'impact de l'entreprise sur le changement climatique. C'est important du point de vue éthique, moral, du point de vue de leur responsabilité sociétale. Les émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent directement ou indirectement. Un constructeur automobile, ça fait des voitures et les voitures brûlent du kérosène, du kérosène, excusez-moi, du fuel ou de l'essence. Les avions, les constructeurs d'avions, ça fait des avions qui, eux, émettent du kérosène. Et donc, on va attribuer ces émissions de gaz à effet de serre indirectes à l'entreprise, même si elle n'en est pas directement responsable. Ça mesure aussi la dépendance de ces entreprises à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc si l'administration se mettait à serrer les écrous de tous les côtés en disant vous n'avez plus le droit de faire ceci, cela, alors ce n'est pas une fable. Dans le domaine de l'industrie automobile, il y a des normes qui s'imposent aux constructeurs. Le fait de savoir que votre activité, directe ou indirecte, elle entraîne ces émissions de gaz à effet de serre, c'est important pour savoir quels sont les risques qu'on prend. Là, c'est en l'occurrence des risques réglementaires. Ça peut être des risques de réputation, ça peut être tout un tas d'autres risques. Alors là, pour cet aspect-là du climat, on utilise une métrique qui est la tonne de CO2 équivalent. Elle est un peu simple, elle n'est pas parfaite. Il y a d'ailleurs pas mal de débats au sein du GIEC pour savoir si on a vraiment le droit de convertir tous les gaz en CO2 équivalent. Mais ça permet d'avancer assez vite, ça permet de donner des ordres de grandeur. C'est un des messages les plus importants que je vais donner ce matin. C'est qu'il ne faut pas user le soleil avec des détails epsilonesques dans notre démarche. C'est beaucoup plus important de savoir en gros de quoi il s'agit et d'agir que d'attendre 15 ans, parce que dans 15 ans, on aura repris encore un peu de température, on sera encore plus chaud. Et donc, on n'a pas le temps du tout de faire de la perfection. La comptabilité d'entreprise, elle existe depuis le XIVe siècle. On n'a pas 6 siècles devant nous pour mettre au point des choses très sophistiquées. Donc, il faut mieux y aller un peu à la serpe, c'est ce qu'on fait.
en essayant de ne pas faire pas trop d'erreurs. Alors, on travaille nous aussi sur cette affaire d'émissions évitées, puisque les entreprises sont aussi intéressées par savoir en quoi elles contribuent à la résolution du changement climatique, donc c'est les émissions évitées. Donc là, Fanny a bien expliqué ça, on le fait aussi pour les entreprises. Et on calcule un dernier indicateur pour les entreprises qui est leur contribution aux émissions séquestrées. Il y a certaines émissions qui peuvent contribuer à la séquestration du carbone, ce qui est évidemment absolument essentiel. Il faut non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais essayer de reconstituer un peu mieux les puits de carbone qui sont en train de disparaître. Alors, toujours sur le climat, on aide les entreprises à évaluer l'impact du climat sur leur activité. Alors, c'est un peu particulier pour moi. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Normalement, on se dit, les entrepreneurs, ça s'occupe avant de s'occuper de morale, ça s'occupe de ses affaires et donc des risques du climat sur l'entreprise. En vrai, nos clients s'intéressent à cette affaire-là que depuis quelques années, alors que ça fait 15 ans qu'on en trouve qui s'intéressent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur la question du risque physique lié au changement climatique sur les entreprises, la métrique est beaucoup plus compliquée que la tonne de CO2, parce qu'il y a plein d'aléas climatiques différents. Les entreprises sont diversement exposées à chacun de ces aléas, et elles sont diversement vulnérables à ces aléas. Donc là, on est dans un travail qui est beaucoup plus complexe, multicritère, rien que sur la question climatique. Je n'ai pas encore parlé de biodiversité et du reste. Mais là aussi, je vois qu'il y a beaucoup de progrès de méthodologie. On est très aidé par les travaux des laboratoires. On travaille, nous, avec les résultats de ce que fabriquent les scientifiques. Et on attend beaucoup de la réduction de la résolution de l'effet du climat sur le territoire, parce que le changement climatique a des effets locaux. Et donc c'est vachement intéressant d'avoir une information sur 150 km, mais en gros, il faut être beaucoup plus précis que ça. Et donc là, il y a encore pas mal de progrès à faire là-dessus. Bon, dernier point, j'ai parlé donc du fait qu'on évaluait tout ça sur des systèmes, je ne l'ai pas dit, mais sur des entreprises, mais on peut le faire aussi sur des portefeuilles d'actions, on peut le faire sur des obligations, on peut le faire sur des groupes d'entreprises. Enfin, il y a beaucoup de systèmes, il faut bien se mettre d'accord sur la manière dont on va le faire. J'ai parlé de la métrique pour les émissions de gaz à effet de serre, en parlant de tonnes de CO2 équivalent. Et je n'ai pas dit, mais il y a une méthode derrière. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit que c'était le bilan carbone. Mais toutes ces mesures et ces évaluations sont faisables si on utilise des méthodes. Et il y a évidemment quelques débats de méthode parce qu'à nouveau, tout ceci est assez récent. Voilà en gros le paysage. Donc pour terminer, c'est utile de faire ça. Donc je vais vendre ma soupe un petit peu. C'est utile parce que c'est important pour les entreprises, si elles veulent agir, de savoir sur quoi agir. On est dans une logique un peu rationaliste, un peu quantitative. Mais c'est vrai aussi de nous, individus. Donc il y a de plus en plus de calculateurs carbone. Nous, chez Carbone 4, on en a développé un qui s'appelle MyCO2, ou MyCO2 en anglais, qui permet d'avoir une mesure assez précise des effets de ses choix de vie, de sa consommation sur le climat, mesuré en tonnes de gaz à effet de serre. C'est le seul calculateur qui soit compatible avec l'instrument l'administration française qui mesure l'empreinte carbone de la demande finale des ménages. Donc c'est important d'être cohérent, parce qu'il y a plein de calculateurs qui vous donnent des chiffres un peu différents. Tout ça pour dire que de quoi on parle, c'est important de bien le préciser. Il y a parfois des débats qui résultent simplement du fait qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Voilà, je m'arrête sur le climat. Merci Alain, on reviendra vers vous. Une petite indication pour la salle, vous pouvez vous poser des questions. Je dirais même que vous devez poser des questions, puisque c'est votre responsabilité, la part de l'exercice qui est la vôtre, et on sera ravis d'y répondre. Je les recevrai sur la tablette qui est devant moi. Donc n'hésitez pas à en poser, on vous a sûrement expliqué comment faire. Je me tourne maintenant vers Andrea Josse. Andrea, vous êtes banquière. Alors les banques, dans ce débat, ont deux caractéristiques importantes. D'abord, elles ont plein de données fiables qu'elles connaissent, des données certaines. C'est les données de leurs clients. Et deuxièmement, les banques peuvent soit prêter, soit pas prêter. Les banques peuvent faire pression sur leurs clients en leur disant « écoutez, vous n'êtes pas assez vert, on ne vous prêtera plus d'argent ».
ou si vous n'êtes pas plus vert que ça dans 2 ans, c'est fini, le prêt s'arrête. Donc, parler à une banquière, c'est extrêmement intéressant. Alors, la première question, Andrea, ça va peut-être là sur les données, justement. Ces données, comment vous les obtenez exactement et qu'est-ce que vous en faites? Merci. Bonjour à tous. Effectivement, un peu à l'image de ce que disait Antoine sur le public, la banque, finalement, c'est le reflet de la société sur la partie financement privé. On voit dans notre bilan tout ce qu'on peut octroyer comme financement au secteur privé, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc aujourd'hui, le bilan d'une banque reflète la société et on a énormément de données qui sont à disposition. Alors, il y a quand même quelques prérequis avant d'aller mesurer le vert dans ces données. Déjà, il y a un enjeu de conservation de la donnée, de collecte de cette donnée-là, donc un énorme enjeu informatique pour les banques. Et ensuite, le deuxième enjeu, mais on l'a déjà tous un peu évoqué, c'est comment est-ce qu'on qualifie ces données-là. Il y a des choses qui sont très simples à qualifier. Quand on finance un véhicule vert, on peut dire ça c'est du financement vert, on ne se pose pas la question. Quand on finance des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, ça c'est du financement vert, on ne se pose pas la question. En revanche, dans nos bilans, on a énormément de financements où on va avoir plus de difficultés à la qualifier. Je vais prendre 2 exemples sur tout ce qui est prêt immobilier, sur les prêts à l'habitat. À ce moment-là, on va se tourner vers des données externes, vers des partenaires externes, on va aller récupérer les DPE et avec les DPE, en fait, on va donner une couleur à notre bilan. On a les adresses des biens qu'on finance, on va récupérer les DPE et on va pouvoir dire, voilà, notre performance énergétique sur les habitations qu'on finance, elle est classée de cette manière-là. Sur les entreprises, c'est encore un peu plus compliqué et là aussi on va aller vers des partenaires externes et on va regarder finalement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre par secteur. Et donc on va dire, voilà, il y a des secteurs qu'on finance qui sont aujourd'hui extrêmement émissifs en gaz à effet de serre, d'autres qui le sont moins, et donc on va pouvoir donner une couleur à notre bilan en disant, voilà, on a un bilan qui est vert ou un bilan qui est plutôt marron, et après il y a toute cette zone au milieu sur de l'orange. Donc ça c'est le premier travail de qualification de la donnée qui est extrêmement important. Ensuite, on a un troisième enjeu, c'est de rendre ces données comparables avec les autres banques. Si on commence à publier de la donnée sur notre bilan, il faut aussi qu'on soit certain que les autres banques ont la même approche que nous. On voit qu'il y a quand même beaucoup de biais méthodologiques, donc il faut partir d'une estimation. Mais ensuite, il y a aussi, et c'est ce qui aujourd'hui nous aide de plus en plus, c'est toute la réglementation, notamment européenne, qui arrive, qui va nous aider en fait à rendre nos bilans comparables les uns par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ce premier travail d'estimation, c'est de se dire en fait pourquoi est-ce qu'on veut le mesurer? Quel est le sens de cette mesure pour une banque? Et je pense que là, il y a 3 enjeux fondamentaux. On le fait déjà pour des fins de transparence. Aujourd'hui, en tant que banque, on nous demande beaucoup de transparence et la clientèle nous demande beaucoup de transparence sur nos financements. Et je pense que de plus en plus, on va nous demander en fait à quoi sert l'argent qu'on dépose sur nos comptes, sur vos comptes. Et donc, il va falloir qu'on puisse flécher ces dépôts pour dire, écoutez, votre argent sert à financer des éoliennes ou du photovoltaïque. Aujourd'hui, on est capable de le faire. On met en place des livrets développement durable ou des livrets verts où, en fait, on dit à nos clients, si vous déposez votre argent sur ce livret, vous êtes certain qu'il finance la transition énergétique ou qu'il finance du vert. On a la même chose avec les marchés financiers. On voit de plus en plus d'émissions green qui se mettent en place. Et donc là, ça repose sur ce qu'on a de vert dans nos bilans. Ensuite, en tant que banque, notre métier, c'est aussi d'évaluer le risque. Et quand on parle climat, on parle aussi risque climatique. Et donc demain, on sait aussi que les banques vont être soumises à ce risque climatique parce qu'on est le reflet de la société. Donc si on finance des habitations qui sont aujourd'hui dans des zones qui vont être soumises à des tensions climatiques, on sait que demain, on prend du risque dans notre bilan sur cette partie climatique. Et la dernière chose, c'est bien sûr l'enjeu réglementaire. On publie aussi parce que la réglementation aujourd'hui nous demande de publier.
On a pour la première fois en 2022 publié un ratio qui s'appelle le Green Asset Ratio, où on mesure nos actifs alignés par rapport au total de nos actifs. C'est demandé aujourd'hui par l'Europe. Donc toutes les banques européennes vont commencer à publier ce type de ratio. Et donc il faut qu'on soit aussi en capacité de répondre à cette réglementation. Merci, merci Andrea. Nous avons quelques questions de la salle. Je vais les partager avec vous. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Je n'ai pas bien saisi ce que sont les émissions séquestrées. Qui peut éclairer? Alain. Alors, je ne sais pas si le terme est vraiment adéquat. Grosso modo, pour arriver à la neutralité carbone avant la fin du siècle, ce qui est l'objectif qui a été donné à l'accord de Paris, hein, cette fameuse neutralité, ça consiste à dire qu'il faut que les émissions résiduelles qui sont provoquées par l'activité humaine soient égales à la séquestration du CO2 qui est faite soit par des écosystèmes naturels mais anthropisés, donc des forêts typiques ou de l'agriculture, des prairies, des choses comme ça, ou du stockage géologique. Donc les uns et les autres, vous avez peut-être entendu parler du captage-stockage de CO2. Donc les émissions séquestrées, c'est ça. Donc imaginons qu'une entreprise développe une grosse activité forestière. La croissance de la forêt va séquestrer du CO2. Et donc, pour moi, c'est un élément qu'il faut évaluer pour le compte de l'entreprise. L'argument derrière est assez simple, c'est qu'on ne peut pas, ça a été dit, je pense, hein, on ne peut pas se contenter de dire il y a les bons et les mauvais. On ne peut pas dire on va demain matin stopper toutes les activités polluantes et se concentrer sur le vert. Pour une raison simple, c'est que si vous faites le petit calcul de la taxonomie européenne, enfin vous appliquez la taxonomie européenne à l'ensemble des activités, vous devez arriver à 2-3% de l'activité. Donc on arrête tout, quoi. Je ne suis pas très sûr qu'on va y arriver. Donc il faut faire valoir dans les activités des entreprises et des collectivités territoriales leur contribution au problème climatique. Et leur contribution, c'est soit des émissions évitées. Bon, typiquement, quand vous êtes un fabricant de laine de verre ou d'isolant, vous êtes peut-être pollueur, peut-être que votre fabrication émet du gaz à effet de serre, mais vous contribuez à éviter des émissions. La forêt verte, à quel coût? Ça, c'est les émissions évitées. Et si vous avez une grosse forêt, vous faites du séquestration de CO2. Il y a une autre manière de le faire, hein, c'est très polémique, mais ça existe. C'est de commencer à envisager de mettre sous-sol, dans des nappes, des aquifères salins ou des anciens stockages de gaz et de pétrole, du CO2 qu'on enfouit. Merci Alain pour cette précision. Une question de Jules, une question très précise de Jules. Pensez-vous que la taxe carbone sur l'achat de véhicules thermiques incite vraiment à se tourner vers les véhicules électriques? Comment expliquez-vous le scandale de la Ford Mustang V8 lié à cette taxe? Évidemment, ça ne s'improvise pas une réponse la réponse à une question pareille. Qui se sent... Alors moi, je suis pas sûre de savoir exactement de quoi on parle pour le scandale de la Ford Mustang V8. Ce qu'on sait quand même, c'est que et je sais pas, donc il y a deux choses. Il y a la taxe carbone. Si c'était vraiment une taxe carbone, ça serait une taxe qui s'applique aux émissions directes, aux émissions de CO2. Donc, c'est-à-dire qui s'applique directement à l'essence. Là, je pense que ce dont on parle, c'est plutôt un bonus-malus automobile, c'est-à-dire une taxe qui s'applique non pas à l'achat d'essence, mais à l'achat du véhicule, ou un bonus qui s'applique à l'achat du véhicule. Et donc, on voit bien que c'est deux choses différentes. Ce qu'on sait, et on a plein de données, notamment internationales, et puis de variations du prix à la pompe au cours du temps, c'est que quand les prix à la pompe sont élevés, on consomme moins d'essence. Ça, on le sait, il n'y a pas de débat là-dessus. On sait aussi, et c'est d'ailleurs assez naturel, je veux dire, c'est pas très étonnant, on sait aussi que quand les prix à la pompe sont élevés, les voitures neuves qui sont mises sur le marché sont des voitures qui consomment moins d'essence. C'est-à-dire c'est des voitures qui sont plus légères ou qui sont plus efficaces. Donc ça, on le voit notamment dans les comparaisons internationales. Dans les pays dans lesquels le prix à la pompe est élevé,
Les voitures qui sont vendues et qui sont donc construites par les constructeurs sont des voitures qui sont relativement efficaces. Et dans les pays où les prix à la pompe sont bas, les gens consomment davantage de grosses voitures qui consomment beaucoup d'essence. Est-ce que voilà, la question du bonus-malus automobile, c'est quelque chose de différent, puisqu'en fait, là, il faut décider de quel véhicule on subventionne ou pas, et on est un peu moins sûr des effets qu'on va avoir. C'est moins clair. Je ne sais pas si quelqu'un veut élaborer. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Je pense que la taxe carbone a cet intérêt que quand c'est plus cher, on achète moins. Et donc, c'est quand même l'objectif final, c'est d'émettre moins de CO2. Donc ça reste toujours un instrument très efficace. Après, il y a des débats sur est-ce que c'est le seul instrument, est-ce qu'il y a d'autres instruments et comment on les compare les uns entre les autres. On pourra en discuter un moment. Et après, bon, la question de la subvention aux automobiles qui sont moins polluantes est aussi une vraie question. Un exemple que vous avez aujourd'hui dans la presse, c'est par exemple les zones à faible émission. C'est une réglementation dont l'objectif est de réduire la circulation de véhicules polluants dans les grandes agglomérations. Simplement, ça paraît simple sur le papier, mais ça a des effets redistributifs importants. Peut-être même plus redistributif que simplement un péage urbain qui n'a pas de très bonne presse ou une taxe carbone. Mais ça implique des changements chez ceux qui conduisent des voitures. La question est de savoir, est-ce qu'il faut aider et accompagner une partie des gens dans cette transition ? Parce que c'est clair que celui qui habite Paris, qui a 200 mètres carrés sur les Champs-Élysées, il n'a peut-être pas besoin qu'on l'aide. En revanche, quand il faut faire des travaux et qu'il y a besoin de personnes qui rénovent un appartement qui habitent hors de Paris et qui ont besoin de venir en véhicule, peut-être que ça peut plus se justifier. Donc la question, par exemple, qui se pose, c'est quand on a des subventions à l'automobile, c'est est-ce que ça doit être sous condition de revenus, par exemple, ou sous d'autres conditions, on peut dire, de localisation en France. Je peux ajouter juste quelque chose, Stéphane. Ah oui, non. Hélène, vous souhaitez... Ça marche ? Oui, ça marche. Aussi, un point quand même, c'est que quand on subventionne des voitures moins polluantes, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on subventionne. Si ce sont des voitures tout de même non neutres en carbone, là, il y a un risque effectivement d'augmenter les émissions. C'est-à-dire, il y en a plusieurs exemples internationaux, ce n'est pas forcément ce qui va se passer partout, mais par exemple, en Israël, l'imposition sur l'achat de voitures était extrêmement élevée. Ils ont décidé de le baisser pour les véhicules à moindre émission. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté une voiture et qui se sont mis à utiliser leur voiture au quotidien, et au total, il y a une augmentation des émissions. Même si ça venait de voitures moins intenses en carbone, le bilan final, ça a été une hausse des émissions. Du coup, il faut prendre en considération ces effets. Merci beaucoup. Les questions déferlent sur la tablette. Une petite question toute simple pour Antoine. Une question de Baca69, je le cite parce qu'elle est intéressante. Combien coûte l'écologie à la France ? Oui, c'est ça rapporte. Je crois que c'est la bonne réponse, ça rapporte à long terme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se poser la question comme ça, en fait. Dans la mesure où on peut savoir combien on dépense en termes sur le budget de l'État, ça a un sens, mais il faut voir que les effets économiques sont quand même très très larges. Le fait qu'on ait une TICPE, donc c'est une taxe sur les carburants, a un impact sur l'économie, plutôt négatif à court terme, parce que ça veut dire que on consomme moins, mais a priori très positif à long terme, puisque ça permet de limiter les émissions de CO2. Donc c'est une question qui se répond pas simplement par un chiffre. Et d'ailleurs, je crois que c'est quand même un message qui est important, et j'imagine qu'il est partagé par les autres personnes autour de cette table, c'est qu'on ne peut pas résumer le verre à un chiffre, un indicateur qui est parfait, qui répond à tout. C'est compliqué. Il y a plein de dimensions, c'est difficile à mesurer, mais c'est pas parce que c'est difficile à mesurer qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Parce que c'est aussi une question, c'est faut-il mesurer le verre ? Il y a une réponse sûre. La réponse est oui. Sait-on mesurer le verre ? C'est plus compliqué, mais il faut qu'on continue.
Merci Antoine. Je voulais juste dire sur cette histoire de combien coûte l'écologie. Les premières estimations au niveau mondial, en tout cas, de combien coûtaient les mesures qui permettaient d'éviter le changement climatique, c'était à peu près 1% du PIB mondial par an. Et les bénéfices, par contre, d'éviter un changement climatique trop important, c'était 5% du PIB mondial par an. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, en tout cas au niveau mondial. Après, évidemment, pour un niveau donné de réduction d'émissions de CO2, on a envie de dépenser le moins possible. Et c'est là que la mesure est importante, parce qu'elle permet de cibler les mesures efficaces. Hélène. Je me permets aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que aussi les combustions fossiles coûtent aussi assez cher. On a des estimations sur une cinquantaine de pays selon lesquels les subventions aux énergies fossiles en 2020 ont coûté 183 milliards de dollars aux États. Du coup, ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Merci beaucoup. Une question maintenant de AR, un peu longue mais très intéressante sur la méthode de cette table ronde. Comment s'auto-évaluer pour identifier si oui ou non nous mesurons du verre et non autre chose? La problématique de la table ronde semble être tout autant comment mesurer le verre que pourquoi mesurer le verre. Les différents propos et points de vue montrent des divergences sur les méthodologies, même de mesure, qui ne sont parfois pas explicités au demeurant. Petite demande de la salle. Enfin, les valeurs sous-jacentes des démarches évaluatives exposées semblent elles aussi différentes. N'y a-t-il pas confusion entre évaluation et mesure, entre mise en position de valeur et établir un étalon pour comparer et discuter rationnellement? Donc c'est une question de méthodologie. Est-ce que, Alain, vous vous sentez à l'aise? Complètement. J'ai tout compris la question, donc je vais forcément faire une réponse intelligente. Je pense que un des enjeux, non pas de nos désaccords, mais de la discussion, c'est qu'on n'a pas les mêmes points de vue et on n'a pas les uns et les autres les mêmes responsabilités. Donc une entreprise n'est pas un État, un consommateur n'est pas une entreprise, et un banquier n'est pas un ménage non plus. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, j'ai peut-être pas été très clair, mais il faut bien se mettre d'accord sur le système qui est évalué, mesuré, quantifié, et le pourquoi. C'est pour ça que j'avais un peu insisté tout à l'heure sur à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, est-ce qu'on cherche à mesurer des impacts, est-ce qu'on cherche à mesurer des responsabilités, est-ce qu'on cherche à mesurer des risques. Tout ça, c'est des questions différentes. Et évidemment, en 1 heure à 6, on ne va peut-être pas complètement répondre à toutes les questions. 1h30. Alors, oui, même en 1h30. Après, deuxième remarque, évaluation. Dans le mot évaluation, il y a un mot valeur. Et mesure, comptage, tout ça est un peu différent. Alors je peux dire des choses assez précises. Quand on fait, et on n'a pas parlé de biodiversité, j'en parlerai une minute. Nous, on ne fait pas des mesures au sens où, par exemple, on mesure une température avec un capteur, avec un thermomètre. Ce qu'on fait, c'est des calculs qui sont basés sur des données de l'entreprise, de l'activité ou de la collectivité territoriale, de ce qu'on veut, des données qui sont par exemple des kilowattheures consommés, qui sont des litres d'essence consommée, voilà. Et puis on multiplie ça par ce qu'on appelle les facteurs d'émission, qui sont des bases connues, assez reconnues, qui permettent de connaître un fameux kilowattheure. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le charbon versus gaz. Un kilowattheure, combien ça émet de CO2 quand ça... un litre d'essence, quand ça brûle, combien ça émet de CO2? Un kilowattheure, en fonction de la source d'énergie, combien ça émet de CO2. Bon, ça, c'est sur la partie mesure versus calcul versus appréciation. Après, l'évaluation, évidemment, ça renvoie à des systèmes de valeurs. Et si on s'occupe, c'est pour ça que je vais parler de biodiversité 2 secondes, si on s'occupe du changement climatique, c'est bien parce qu'on met une valeur. Alors les économistes la quantifient, mais nous, chacun d'entre nous, on a des valeurs derrière ça. On se dit, une planète dont la température moyenne planétaire aura augmenté de 4-5 degrés, où il y aura des milliards d'habitants
qui ne pourront pas vivre, parce qu'elle sera inhabitable dans plein de régions. Évidemment, c'est des questions de valeur. Donc on ne va pas les ramener à des chiffres. Merci beaucoup. Alain, on va peut-être rester avec vous dans la mesure où il y a plusieurs questions sur comment mesurer la biodiversité, la valeur de la biodiversité, comment évaluer, encore plus précis, comment évaluer la valeur d'une espèce protégée. Oui, oui. Alors là, je pense que ça revient, peut-être, c'est bien d'enchaîner là-dessus parce qu'il y a le mot valeur qui est derrière à nouveau. Et je pense qu'il faut bien distinguer. Alors pour le coup, les questions quantitatives et scientifiques sur est-ce qu'on sait évaluer au sens mathématique du terme, compter des espèces qui disparaissent, ça c'est une chose. Et puis il y a une autre chose qui est dire quelle est la valeur qu'il y a derrière. Est-ce que on parle de valeur financière, de valeur morale, de valeur religieuse, j'en sais rien. Donc là c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce que j'ai déjà pris la parole trop longtemps. Alors en revanche sur la biodiversité, donc il se trouve que nous chez Carbone 4 on fait ça depuis un certain temps et on a été d'ailleurs incité à le faire par le monde financier. Donc c'est pas que des monstres. Ils sont aussi parfois utiles à quelque chose. Et donc, ils nous ont poussés à faire ça. Et donc, il y a une grosse différence entre la question de la biodiversité et la question du changement climatique. C'est que les vecteurs d'érosion de la biodiversité sont diverses. Il y en a 4, 5, 6 familles différentes. On peut parler des polluants, des pesticides, on peut parler de la fragmentation des espaces. Je ne vais pas faire un cours sur la biodiversité. Donc, alors qu'en matière de climat, ce qui nous sert de métrique, c'est le polluant, c'est la tonne de CO2 équivalent, celle qui fait le changement, qui est le levier du changement. En matière de biodiversité, les méthodologies reconnues internationalement, elles ne font pas ça. Elles partent de l'évaluation de la détérioration d'un mètre carré par rapport à l'état de nature. Et là, il y a des indicateurs, il y a la MSA et le PDF, je ne vais pas faire un cours, donc qui sont maintenant reconnus et qui sont en débat, parce que ce n'est pas si simple, c'est assez récent. Et il y a des modèles biologiques et écologiques qui permettent de se servir de ces indicateurs pour ensuite faire un lien entre l'activité de l'entreprise et la détérioration de la biodiversité mesurée par ces indicateurs. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Le message simplement, c'est de dire on a probablement 15 ans de retard sur ces questions de biodiversité par rapport à la question du climat. J'ai dit tout à l'heure que c'est Jean-Marc Jancovici qui avait créé le bilan carbone. Grosso modo, c'est au début des années 2000. La biodiversité, les indicateurs, ils ont 10 à 15 ans de retard par rapport à cette affaire-là. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va accélérer la cadence parce que l'effondrement de la biodiversité est encore plus angoissant, enfin à mes yeux, que la dérive climatique. C'est un désastre absolu, donc je pense que ça va créer quand même un petit peu d'intérêt pour la question. Et en revanche, je termine, même remarque que tout à l'heure, le sujet, c'est pas de compter les poils de radis pour savoir où est-ce qu'on en est. Il faut y aller à grands coups d'ordre de grandeur parce que c'est vraiment un désastre. Il faut aller vite et sans doute appliquer parfois des principes de précaution, c'est-à-dire des simplifications absolues pour être sûr de ne pas aller trop loin. Merci Alain. Il y a encore pas mal de pression dans la salle pour qu'on réaborde la question de la Ford Mustang V8, mais on va passer parce que beaucoup de sujets nous occupent aujourd'hui. Hélène, je me tourne vers vous parce que quand on dit « peut-on mesurer le vert ?», il faut réaliser que tous les pays ne sont pas à la même enseigne. Tous les pays n'ont pas la même capacité d'action. Et une partie du sujet, c'est d'être capable de mesurer la vulnérabilité des pays au réchauffement climatique. Et ça, c'est votre spécialité. Comment faites-vous ? Oui. Du coup, spécialité, je ne sais pas, mais du coup, on fait ça effectivement chez nous. Oui, à l'OCDE. Quand on considère la vulnérabilité d'un pays, c'est un peu, bon, au parallèle, on va faire le parallèle avec un actif financier, c'est-à-dire qu'il y a deux types de risques. Il y a le risque physique auquel fait face un pays, c'est-à-dire des inondations, des canicules, des feux de forêt, etc. Du coup, les risques très physiques, et les risques de transition, c'est-à-dire comment il va être impacté, enfin son économie, son activité, sa santé générale va être impactée par les mesures menant à la décarbonisation de l'économie.
Et pour cela, il faut évaluer les deux dimensions du risque aussi. C'est premièrement l'exposition au risque, c'est-à-dire qui va être affecté, la proportion de la population qui va être affectée à de fortes chaleurs, par exemple, et la vulnérabilité elle-même, c'est-à-dire comment ces personnes vont être affectées. C'est-à-dire que si la population a un âge élevé, elle va être plus affectée que si les gens sont plutôt jeunes face à de fortes chaleurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord l'exposition. À l'OCDE, on a développé des données grâce à une information géospatiale et climatique sur l'exposition à 7 différents risques, mais notamment du coup, les fortes chaleurs à différents niveaux, les feux de forêt, les inondations. Du coup, combien la proportion de forêt qui va être exposée à un risque de feu. Et ensuite, donc ça, il y a des données qui sont développées petit à petit grâce à des données géospatiales. Maintenant, la question aussi, ça va être la vulnérabilité. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir des données assez précises sur le type de population qui est affectée. Du coup, on parlait de personnes selon l'âge, mais par exemple, dans le cas des forêts, il faut aussi prendre en compte l'espèce d'arbres qui sont pris en compte. Par exemple, au Portugal, un pays que j'ai étudié récemment, l'eucalyptus brûle beaucoup plus facilement qu'un chêne. Du coup, les forêts d'eucalyptus vont être beaucoup plus affectées, beaucoup plus vulnérables que les parties où il y a une majorité de chênes. Quand on parle, par exemple, mais quand on parle du risque de transition, là, l'approche est tout autre parce qu'on parle d'économie, on parle d'activité, on parle d'emploi et aussi globalement de bien-être. Là, ce qu'on regarde, c'est la proportion de l'économie qui est dépendante aux produits fossiles. Du coup, enfin, la proportion de l'emploi qui travaille, par exemple, pour le charbon, et puis s'il y a des grandes sociétés qui sont implantées. Ça, c'est une première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la dépendance au mix énergétique. Du coup, récemment, là, il y a eu l'Agence internationale pour l'énergie a sorti un indice de vulnérabilité au risque climatique par rapport à la transition, la sortie du charbon. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que des pays, par exemple, comme le Vietnam, la Chine, mais aussi l'Afrique du Sud, sont les pays les plus vulnérables au risque de transition. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une question que je vais poser à Andrea, notre banquière de la table ronde. Quand vous prêtez à une entreprise qui vient vous demander de l'argent, vous avez expliqué tout à l'heure à quel point vous essayez de pousser le vert, de favoriser le vert, de faire entrer l'entreprise dans le nouveau monde. Mais le brun, qu'est-ce qui arrive au brun? Ce qui n'est pas vert. Parce que derrière le brun, il y a des emplois, il y a des gens, il y a des familles. Comment est-ce que vous mesurez justement la vitesse à laquelle vous allez débrancher le brun, c'est-à-dire condamner le brun? Alors, c'est vrai, il ne faut pas avoir une approche trop binaire, hein, parce que on est quand même, on parle de transition, donc on est plutôt sur du temps long. Et déjà, c'est de se dire, aujourd'hui, on part avec un bilan qui est brun, parce qu'il est quand même le reflet, notre bilan, c'est quand même le reflet de cette société carbonée dans laquelle on vit. Donc moi, demain, on me dit il faut passer tout le bilan au vert, je suis incapable de le faire, à moins d'aller dénoncer tous les crédits qu'on a mis en place depuis 20 ans. Et de se dire aujourd'hui, les financements qu'on a octroyés, c'est des durées sur du 10-15 ans, sur du prêt immobilier. Donc de toute façon, on est quand même embarqué pendant un certain nombre d'années sur ce financement brun. Ça va rester, la photographie, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Ensuite, la question, c'est plutôt de se dire demain, comment j'agis sur le flux, comment est-ce que j'agis sur cette production nouvelle. On pourrait avoir une approche punitive,
et dire à partir de demain, il y a un certain nombre d'entreprises que je ne veux plus financer. Pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Il faut plutôt être dans l'accompagnement. Et on voit les banques aujourd'hui qui s'expriment en disant « je ne vais plus financer d'énergie fossile », elles le disent en 2030, en 2040. Donc elles laissent quand même le temps de la transition. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et après, il faut aussi avoir en tête que financer la transition, ça va coûter très cher. Et qu'en tant que banque, il faut qu'on soit présent aussi. Donc on ne peut pas sortir des secteurs, en fait. Il faut un moment qu'on soit là aussi pour aider. On va faire partie du jeu pour financer cette transition, et on est déjà dedans. Après, voilà, on peut mettre un certain nombre de contraintes. On peut effectivement dire, à partir d'un certain moment, j'ai décidé de ne plus financer ce type d'entreprise. Donc ça, c'est quand même des choix stratégiques très forts. Après, on peut aussi mettre la contrainte par le prix. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait déjà, c'est qu'on met en place des financements où on dit si vous remplissez des critères ESG qui sont définis au départ, eh ben, on va vous bonifier le taux, ce sera un peu moins cher. Et donc, c'est une autre manière de contraindre à la transition par le prix. Merci beaucoup. Pas mal de questions qui arrivent, notamment pas mal de questions sur la voiture électrique. Peut-être pas directement lié à notre sujet du jour, mais quand même, ça a l'air de préoccuper l'assistance. Si tout le monde roulait en voiture électrique, pensez-vous que nous pourrions produire assez d'énergie ? On sait que les voitures électriques sont les plus polluantes lors de la fabrication et possèdent une faible autonomie. Pourquoi les mettre autant en avant alors que les infrastructures ne suivent pas ? Oui. Alain. Oui, là je vais répondre parce que ce débat a me crispe à chaque fois. J'essaie d'être très détendu. Parce qu'il y a l'histoire de la voiture électrique et puis il y a l'histoire de la voiture tout seul. Hein. Donc je pourrais dire, dans la voiture électrique, ce qui est bien, c'est électrique, et ce qui est moins bien, c'est voiture. Mais il ne faut pas mettre sur le dos de la voiture électrique ce qui est en fait sur le dos de la voiture. Il faut quand même essayer de séparer les choux des carottes, parce qu'une voiture thermique, elle a des conséquences environnementales considérables. Elle contribue au changement climatique, et l'exploitation de pétrole, dans certains pays du monde, c'est pas tellement mieux que l'exploitation du lithium. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de contrefactuel. À quoi on compare le truc ? Bon. Donc je pense que c'est assez important. Alors sur les temps, on a fait plein de... Là, je vais faire un peu de publicité pour Carbone 4. On a fait pas mal de publications très précises sur les impacts environnementaux de la voiture électrique. Et ils ne sont pas nuls, évidemment. Ils se discutent. Mais il faut savoir à quoi on compare. Donc moi, je vais faire juste 2 remarques complémentaires. La première, c'est qu'on est bien d'accord, enfin je crois, que quand on se projette sur 2030, 2040, 2050, il va falloir réduire la mobilité. Et donc, c'est une des actions d'ailleurs très positives de l'État, c'est de faciliter, de l'État et des collectivités territoriales, c'est de faciliter le recours à d'autres modes de déplacement, le vélo. Par exemple, quand on a parlé des ZFE tout à l'heure, bon, si les grandes entreprises de logistique s'organisent pour que le dernier kilomètre se fasse à des modes très peu polluants, c'est clair que tout ça va dans le bon sens. Donc, avant de rentrer dans le débat électrique versus fossile, il faut avoir le débat sur les modes de transport et la quantité de transport dont on rêve. Donc je redis, quand on se projette dans un monde bas carbone, on se déplace moins, on transporte moins, et il y a certains modes de déplacement et de transport qui deviennent plus importants qu'aujourd'hui. Bon. C'est ça, je pense que c'est la priorité. Après, deuxièmement, en France, on a un problème particulier sur le ferroviaire, mais on ne va pas faire le match. Mais c'est sûr qu'on avait un réseau ferroviaire très maillé et qui est moins bon qu'avant, et c'est une préoccupation. Donc tout le débat n'est pas sur électrique versus thermique. Donc on ne peut pas raisonner à comportement constant, sinon on est toujours bloqué, quoi. Ni à solution constante. Fanny. Oui, simplement sur ce sujet de la voiture électrique, comme disait Alain, en fait, les scénarios qui nous amènent à la neutralité carbone dans quelques dizaines d'années, ils comptent tous sur le fait qu'on a une électrification de la mobilité, mais on a aussi, comme le disait Alain, une baisse de la mobilité individuelle. Donc ça veut dire que il n'y a plus de voitures thermiques, donc les voitures qui existent, elles sont électriques, mais par ailleurs, il y a aussi moins de voitures et plus d'autres modes de transport. Et les voitures qui existent, elles sont plus légères et donc elles consomment moins d'électricité. Merci beaucoup.
On a une question qu'on n'a pas encore abordée. Je vais rester avec vous, Fanny. On a beaucoup dit qu'est-ce que c'est notamment Hélène, qu'est-ce que c'est qu'une bonne politique environnementale, comment est-ce qu'elle est efficace, quels sont les critères d'efficacité. Parlez-nous un peu, Fanny, des mauvaises politiques environnementales, de celles qui, derrière l'apparence de la bonne intention, débouchent sur le paradoxe vert, comme vous dites. Donc, oui, donc en fait, le message principal, c'est que quand on met en place une politique environnementale, il faut quand même bien l'évaluer pour vérifier qu'elle atteint son objectif. Donc les politiques environnementales qui n'atteignent pas nécessairement leur but, c'est typiquement, comme Hélène l'a décrit tout à l'heure, une politique qui subventionne les voitures vertes et qui conduit justement à augmenter la mobilité totale et donc à augmenter le nombre de véhicules sur la route et donc à potentiellement augmenter les émissions. De manière générale, des politiques qui sont uniquement liées à l'augmentation de l'efficacité des équipements sans veiller à aussi baisser la consommation d'énergie, elles conduisent à ce qu'on appelle un effet rebond et donc potentiellement à ne pas baisser tant que ça la consommation d'énergie ou les émissions. Donc typiquement, c'est ce genre de choses qui existent. Il y a aussi une autre grande catégorie, c'est du paradoxe vert, c'est la réaction du côté des producteurs de fossiles, quoi. Donc la question, c'est est-ce que si typiquement vous investissez beaucoup dans le vert, mais qu'il n'y a pas de pénalité à la consommation de ressources fossiles, est-ce qu'en fait vous n'allez pas simplement rendre moins cher les actifs bruns pour certains investisseurs qui se fichent de savoir s'ils investissent dans le brun ou le vert et simplement renforcer finalement l'intérêt de la rentabilité de ce genre d'actifs. Donc il faut faire bien attention à évaluer les différentes politiques. Merci beaucoup. On a pas mal de questions. Si quelqu'un peut venir réparer la tablette, parce qu'il y a pas mal de questions, mais elles sont devenues invisibles. J'en ai mémorisé 2 ou 3. Plusieurs questions sur les critères. Merci beaucoup. Sur les critères ESG. D'abord, à quoi servent-ils ? Pose une question. Une autre question, est-ce que c'est du greenwashing de la part des entreprises, ces critères ESG ? Est-ce qu'ils ont un sens ? Qui peut nous répondre à ça ? Alain ? ESG, ça veut dire environnemental, social et gouvernance. Bon. Donc en gros, il y a un grand mouvement depuis des années sur le fait que les entreprises, les banques, les organisations financières, enfin pas toutes, mais certaines, font plus attention à des critères qui ne sont pas purement financiers. Donc en gros, l'idée, c'est que moi, je suis chef d'entreprise, hein, je dois faire attention à gagner de l'argent, parce que c'est comme ça que j'investis, c'est comme ça que je paye les collaborateurs, c'est comme ça que je gagne un peu d'argent de temps en temps. Mais il faut que je fasse aussi attention à d'autres impacts qui sont des impacts extra-financiers, comme ça qu'on appelle ça. Et l'affaire ESG, ça consiste à mettre le zoom sur ces fameuses questions qui ne peuvent pas se ramener mathématiquement à de la finance. Il y a des gens qui pensent que tout se ramène à la monnaie, à la finance. Moi, j'y crois pas du tout. Donc, c'est des indicateurs orthogonaux, on va dire. Donc, on peut être très bon sur le plan financier et avoir des impacts environnementaux désastreux. On peut se comporter comme un gros cochon, comme Elon Musk vis-à-vis de ses salariés chez Twitter. Donc ça, c'est le S. Et puis, on peut avoir des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire se comporter comme un autocrate, à nouveau Elon Musk. Moi, je vais faire sa fête ce matin. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Donc là, il y a un énorme courant de réflexion, d'action. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, des travaux académiques dans tous les sens. Donc après, la question toute simple, c'est est-ce que tout ça, c'est que du greenwashing ? Il faut garder de la raison et de la nuance. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des tendances de communication, de surcommunication, de survalorisation de certaines entreprises qui mettent en avant des belles opérations. Parce que si tu es clair, c'est comme la pub, hein.
La pub, en général, c'est fait pour mettre en avant les qualités d'un produit, pas pour mettre en avant ses défauts. Donc, c'est de la communication sur le développement durable. Ça peut être du greenwashing. Il y a aussi là-dedans des vérités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des vrais efforts. Moi, mon ultime remarque est tout autour de la discussion qu'on a juste précédemment sur l'inertie des activités brunes et la naissance des activités vertes. Ma remarque, elle est assez simple, c'est que donc, je conseille des entreprises depuis 15 ans sur un sujet qui est extrêmement difficile, parce que la mutation des modèles, des business models, c'est très très dur. Et donc j'ai tendance à considérer qu'une entreprise qui se contenterait de mettre en avant quelques belles opérations, une belle cravate, j'en ai pas ce matin, sans rien faire de profond et d'en profondeur de réorientation de son business model, moi je considère que c'est un peu du greenwashing, parce que c'est faire croire à ses parties prenantes qu'elle est en train de faire des changements en profondeur qu'elle ne fait pas. On appelle transition quelque chose qui est une transformation très profonde de nos modes de production, de nos modes de consommation, de nos modes d'organisation, de nos modes de relation. Et donc, il ne faut pas prendre le risque de faire croire que tout ça va se faire facilement et en sifflotant. Moi, je ne suis pas un moraliste, donc j'aime pas beaucoup le vocabulaire de peine en disant on va en chier des bulles carrées, excusez-moi de ces grossièretés, mais quand même, ça ne va pas être facile. Merci Alain. Une autre question un peu inquiète. Peut-être que je vais la poser à Antoine. Cette question inquiète, c'est la suivante. Selon vous, une question de Yvan Tacrou. Selon vous, une transition écologique est-elle encore possible avec le budget au niveau actuel, qu'il soit public ou privé? Antoine. Plusieurs réponses quand même à cette question. Je pense qu'il y a un truc qui est très clair, c'est que la transition écologique aura un coût macroéconomique. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, et que la manière d'y arriver, en fait, savoir ce qui va se passer en termes d'impact macro va aussi dépendre des outils qu'on va mobiliser pour assurer la transition. Et les outils, c'est pas uniquement des dépenses publiques. Les outils, c'est aussi la taxation environnementale, donc des taxes pigouviennes, comme on le dit en économie, c'est-à-dire qui visent à pénaliser les activités qui sont jugées défavorables, hein, les émissions de CO2 par exemple, mais aussi la réglementation pour forcer à la transition de certaines technologies, mais aussi l'information, c'est-à-dire expliquer aux gens quelle est la conséquence de leurs actes pour que d'eux-mêmes ils changent leur comportement. Donc on ne peut pas résoudre le problème se poser la question uniquement en termes de quel montant de financement. Après, il y a une deuxième question qui est importante, c'est que oui, il va falloir des investissements importants. J'ai pas de chiffres, il y a plein de chiffres qui circulent et en fait c'est quand même assez difficile de connaître le montant exact. Oui, c'est important. Après, se posera une question de savoir quel est le partage entre le public et le privé. La réponse est très simple, c'est les deux. C'est les deux. Il faut que l'épargne privée, à travers les banques, finance la transition écologique. Et il faut probablement que, sur certaines dimensions, l'État ou la puissance publique interviennent, notamment quand ça ne va pas se faire spontanément. Un exemple très simple, les entreprises ne sont pas bêtes. Elles savent, par exemple, qu'elles doivent décarboner leur mode de production. Elles doivent le faire parce que c'est une question de survie à 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et donc, elles recherchent derrière. Donc, elles peuvent trouver des financements. Maintenant, il y a peut-être besoin d'un coup de pouce supplémentaire et donc de faire des subventions à la décarbonation. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on fait dans France 2030, où on essaye justement de financer certains secteurs pour aider à la décarbonation. Donc, c'est bien deux questions un peu différentes. Il n'y a pas que les subventions pour assurer la transition écologique. Et deuxièmement, il y a bien un partage entre le secteur public et le secteur privé à financer et qui dépendra vraiment des différents secteurs. Merci Antoine. Si je peux rebondir Fanny. rapidement sur le coût de la transition écologique, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, plus on attend, plus le coût augmente, notamment parce que tant qu'on continue à investir typiquement dans des actifs bruns, enfin dans des modes de production bruns, et ces modes de production ensuite ils vont rester là pendant un certain temps. Et donc ça nous
emprisonnent en quelque sorte sur des trajectoires qui sont mauvaises, et plus on a de stock de moyens de production polluants, plus c'est difficile d'en sortir ensuite. C'est ce qu'on appelle en fait les actifs échoués ou les stranded assets, ces actifs qui devraient avoir une valeur nulle en fait parce qu'on devrait arrêter de les utiliser. Et pour l'instant, donc c'est typiquement le stock de pétrole qui doit rester sous terre, la plupart du charbon sur terre aussi, qui en fait on devrait le laisser là, on ne devrait jamais l'utiliser. Donc il devrait avoir une valeur nulle, et pour l'instant c'est pas tout à fait ce qu'on observe. Ça veut dire que les marchés n'anticipent pas tout à fait qu'on va arriver à cette transition. Mais bon, c'est quand même de mieux en mieux. Et voilà, encore le message, c'est que plus on attend, plus ça coûte cher. Merci Fanny. La mesure verte la plus connue, c'est évidemment le prix de la tonne de carbone. Et là, nous avons une question de Yves. La tonne de carbone à 45 € est-elle complètement sous-évaluée? Un groupe d'experts aurait estimé à des centaines de milliers d'euros par tonne les dégâts potentiels causés par les excès d'émissions. Qui se sent à l'aise pour répondre? Alors, donc là, ce 40 € là, c'est par tonne de CO2. Alors, donc les centaines de milliers d'euros, je serais quand même étonné que ça soit par tonne de CO2. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur ce qu'on appelle le coût social du carbone. Il y a des désaccords, mais pas de cet ordre de grandeur-là. C'est plutôt, est-ce qu'au maximum, c'est peut-être 500 ou 1000 aujourd'hui et peut-être plus tard, ou est-ce que c'est plutôt 30 aujourd'hui? C'est plutôt ça les ordres de grandeur. Oui, moi j'ai fait partie des 2 commissions françaises qui travaillaient sur cette question, donc je vais témoigner une demi-seconde. La deuxième, 2019, donc c'est la commission Alain Quinet, pour ceux qui veulent chercher sur Internet, sur la valeur sociale ou du carbone ou la valeur de l'action climatique. On arrive à des ordres de grandeur de 800 à 1000 € la tonne de CO2 aux environs 2040-2050 et aux environs 300 € en 2030. C'est très supérieur à ce qu'on avait trouvé, ce qu'on avait déterminé 10 ans avant. Pourquoi? Parce qu'on a pris du retard. Donc plus le temps passe en action insuffisante, plus le coût, et c'est une manière de le sentir. Alors moi, mon point de vue est assez simple, c'est pour ça que je vais prendre la parole une demi-seconde, c'est que c'est des coûts qui sont astronomiques en vrai. C'est-à-dire rapportés au prix de l'essence, on n'y arrivera pas. Donc ça veut dire que dans l'appareil d'État et dans le portefeuille d'action publique d'Antoine, il va être obligé, même si d'un point de vue de l'économiste qu'il est, il va trouver ça un peu sous-optimal, il va être obligé d'employer des mesures un peu raides, il va être obligé de faire des interdictions, il va être obligé de mettre des réglementations. C'est des manières de ne pas faire sentir le prix, mais d'arrêter, de siffler la fin de la récré. Donc on sort les chaudières fuel des maisons, on interdit les voitures thermiques, and so on. Ça a un petit avantage social, c'est on ne l'a pas dit explicitement tout à l'heure sur la taxe carbone, mais un des problèmes très importants de la taxe carbone, c'est que l'élasticité au prix du décile le plus riche est absolument nulle. Donc, précisez ce que vous venez de dire là. Ça veut dire que pour quelqu'un qui a des moyens suffisants, payer l'essence 2 balles, 3 balles ou 4 balles le litre, ça ne lui fait ni chaud ni froid, donc il ne bouge pas. Donc les gens qui sont dans le décile le plus élevé, donc les plus pauvres, ils disent c'est vraiment pas juste. Moi, je souffre le martyre quand on augmente de 20 centimes le prix de litre, et l'autre, là, il s'en fout complètement, il se frise les moustaches, et ça n'a pas d'effet. Alors qu'une réglementation, une interdiction, une norme, ça, c'est vraiment très juste. Je t'ai donné la parole, mais il y a Fanny qui brûle de la prendre. Non, je veux juste... en fait, effectivement, si on connaît le point d'arrivée, qu'à la fin, on ne doit plus avoir de moteur thermique dans les voitures, autant les interdire, avec le caveat quand même que même si on interdit... Là, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé la subvention à la pompe de 30 centimes de l'État. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rués dans les stations-service. Donc on voit bien ce qui peut se passer si on n'augmente pas le prix de l'essence, mais qu'on interdit les voitures thermiques. Ça veut dire que les voitures thermiques, elles vont valoir une fortune. Les voitures thermiques d'occasion, elles vont valoir une fortune parce qu'elles seront plus produites, mais que finalement, ça ne coûtera pas si cher de les utiliser puisque à la pompe, l'essence sera toujours pas si chère et qu'on va avoir juste avant la fin de l'interdiction beaucoup de gens qui vont vouloir en acheter. Donc il faut faire quand même attention. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, des interdictions
transition et quand on sait vers les chaudières au fioul, etc., quand on connaît le point d'arrivée, mais il ne faut pas non plus laisser... Il faut quand même toujours l'articuler avec un prix qui reflète la valeur sociale des émissions. Antoine, vous voulez réagir? Antoine. Je suis tout à fait d'accord avec Michel. Oui, je suis d'accord. Il y a vraiment un aspect distributif très important à la transition. Typiquement, si on met en place une taxe carbone, il est clair que les ménages les plus pauvres payent une proportion plus importante de leurs revenus sur cette taxe et que par ailleurs, c'est eux qui sont les plus financièrement contraints. Donc il y a bien un sujet de transition, d'accompagnement. Maintenant, il y a aussi un point important à savoir, c'est que les autres outils peuvent avoir le même défaut. On voit bien aujourd'hui la discussion qui peut se passer autour des zones de faible émission. D'accord ? Donc, c'est une alternative à augmenter le prix de l'essence. Donc, on interdit à des véhicules qui sont trop polluants de rentrer dans les grandes agglomérations. Mais ça veut dire que ça exclut ceux qui ont des véhicules qui sont trop polluants. Et qui sont ces gens-là? Des gens qui sont plutôt moins riches que les autres. Donc, en fait, la question de redistribution, elle est transversale à la plupart des outils qu'on regarde. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des réglementations de plus en plus fortes concernant les passoires thermiques, avec des interdications progressives en termes de location, etc. Donc pour forcer les gens qui ont des passoires thermiques à faire les travaux nécessaires, mais il faut savoir que les passoires thermiques sont pas nécessairement, sont plutôt détenues par des ménages qui sont plus pauvres. Donc on voit bien que cette dimension redistribution elle est essentielle dans la transition, et je pense qu'elle est aussi importante, quel que soit l'outil qui va être mobilisé. Et de ce point de vue-là, la taxe carbone n'est pas si pire par rapport à d'autres outils qu'on peut mobiliser. Un mot. Fanny, oui. Oui, sur la taxe carbone, donc après j'arrêterai d'en parler, mais il y a des nombreuses études qui ont montré qu'en fait, si vous mettiez un prix du carbone, donc une taxe carbone, ensuite vous récupérez les recettes et vous redistribuez les recettes forfaitairement, donc tout le monde reçoit la même redistribution. En fait, les pauvres les moins riches peuvent gagner à une telle réforme, puisqu'en fait, ils consomment relativement moins d'énergie, moins d'essence par rapport aux plus riches. Donc, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément une mesure qui est particulièrement régressive. Et comme le disait Antoine, je suis tout à fait d'accord, il faut veiller toujours à ce que la transition écologique ne soit pas supportée uniquement par les moins aisés. C'est bien, on a un petit désaccord, c'est super. Je suis désolé parce qu'il y a l'heure, moi j'ai une prochaine conférence après, je serai obligé de vous laisser. Juste un mot là, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas augmenter le prix final de l'essence, du fuel et du gaz. Ce n'est pas du tout ça que je pense. Non, genre, je vais me le reformuler de manière plus nuancée. C'est que pour arriver à un prix aussi élevé que ce que donnent les modèles économiques qui sont derrière les travaux de la commission Quinet, c'est qu'il n'y a pas d'autres dispositifs simultanés qui permettent d'éviter d'avoir à recourir à un prix aussi élevé. Donc je vais reformuler de manière un peu moins polémique. Ce que je veux surtout dire, c'est que faut surtout pas fétichiser la taxe carbone, quelles que soient ses qualités, de même qu'il ne faut pas non plus fétichiser les réglementations, les interdictions. Je suis d'accord. Donc j'étais juste en train de dire qu'il faut un ensemble de mesures. D'ailleurs là, il se trouve, je n'ai pas dit du tout, mais je fais partie du Haut Conseil pour le climat, et c'est les recommandations qu'on fait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser toute une série de leviers. La majorité ont été dit par Antoine. J'en rajoute un qui a été dit, mais j'insiste un tout petit peu. C'est la responsabilité de la puissance publique, l'État, les collectivités territoriales et régionales ou subrégionales en matière d'infrastructure. Parce qu'évidemment que la question de l'usage de la bagnole dépend énormément des alternatives. Donc là, il y a un rôle de cadrage de la politique. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un secrétaire général à la planification écologique dans ce gouvernement, parce que je pense que ce sera une de ses fonctions de mettre de la cohérence, parce que tout ne peut pas être chez Bercy. Et comme on l'a dit, tout n'est pas non plus au ministère de l'Environnement. Tout ça, c'est bien des politiques intergouvernementales. On approche de la fin de cette table ronde. Merci Alain. On approche de la fin de cette table ronde. Et je note que sur la tablette, une question revient de manière un peu insistante. Donc on va finalement la poser. Elle n'a pas de rapport avec notre sujet, je vous le dis tout de suite. Mais elle a le rapport avec le vert en revanche. C'est l'écoterrorisme. Voilà. Question, que pensez-vous de l'écoterrorisme? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est le symptôme, le symbole, la dérive de quelque chose? Qui
à cette table ressent Là, quelque vraiment, chose. j'allais dire que je m'en allais, mais ça dépend de quoi on parle. Donc je pense qu'il y a un énorme problème de politisation du vocabulaire. Donc il faut d'abord définir de ce dont il est question, puis après on en reparle. Mais si être éco-terroriste, c'est foutre un peu de peinture sur un tableau, désolé, mais j'ai pas envie de parler de ça, c'est vraiment anecdotique. Ça dépend vraiment de quoi on parle. Le terrorisme qui se fabrique à coups de Kalachnikov et qui tue des centaines ou des milliers de personnes, ça c'est du terrorisme. Je n'ai pas encore vu d'action équivalente. Fanny, rien à dire? J'ai rien à ajouter de plus, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce que Alain vient de dire. Voilà. Merci à tous.